Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Belindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de Quelle comédie, le podcast. Il sera question aujourd'hui d'un point de contact entre la littérature contemporaine et le théâtre, précisément de l'adaptation de l'événement d'Annie Ernaux par Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie Française depuis 2002, et qui reprend pour la dernière fois, je crois, son seul en scène au Théâtre 14 à partir de janvier prochain, donc janvier 2025. Bonjour Françoise Gillard. Bonjour. Merci infiniment de votre présence. Ce micro, est-ce que l'avortement est interdit parce que c'est mal ou est-ce mal parce que c'est interdit ? S'interrogeait Annie Ernaux dans les années 60. Son texte, écrit en 99, donc bien longtemps après ce qu'elle a vécu, puisque c'est une histoire personnelle, écrit dans un élan vital, de transgression d'un silence social qu'elle définissait comme assourdissant, interroge autant l'avortement que le rapport au corps des femmes, en tout cas le rapport que la société entretient avec le corps des femmes, un sujet brûlant, un sujet d'actualité, même 25 ans après l'écriture de ce texte. Donc ce sont ces mots d'une immense simplicité et d'une immense portée, pour reprendre les mots de Denis Podalides, qui a été votre regardeur lors de la création de ce spectacle en 2017, que vous dites, Françoise Gillard, depuis bientôt 8 ans, et donc pour la dernière fois au Théâtre 14, c'est ce que vous me disiez avant que nous commencions cet enregistrement. Pourquoi la dernière fois ? Mais parce que 8 ans, c'est déjà pas mal d'emmener un texte comme ça pendant 8 ans, un seul en scène. Il faut savoir que le seul en scène, c'est assez éprouvant. C'est quand même une expérience. On est tout seul avec un texte, un auteur, ici en l'occurrence une sacrée autrice. Et que je l'ai beaucoup baladé, si je puis dire. Je l'ai joué au studio, je suis partie en tournée. Je suis allée aussi dans des pays où l'avortement est interdit, comme le Liban ou le Maroc. Et me poser comme ça 3 semaines au Théâtre 14, revenir un petit peu à Paris le jouer, je me suis dit que c'était la fin de l'histoire, ou en tout cas c'est pas la fin de l'histoire de l'avortement, mais en tout cas peut-être moi la fin avec ce texte, parce que depuis il s'est passé énormément de choses, depuis 2017, il y a eu l'adaptation au cinéma du texte de Annie. Voilà, on a joué aussi Hors-la-loi, qu'avait monté Pauline Bureau au Vieux-Colombier. On abordait aussi ce thème de l'avortement par le procès Bobigny. Il s'est passé beaucoup de choses aussi dans le monde. Les États-Unis ont régressé. L'Argentine, depuis 2020, a le droit maintenant à l'avortement libre. Nous, ça s'est inscrit dans la Constitution depuis. Voilà, je pense que le flambeau est repris aussi sous plein d'autres formes. C'est pas pour ça qu'il faut le terminer, ce combat, il ne sera jamais fini, je pense. Votre parcours de comédienne, Françoise, et vous êtes venue un certain nombre de fois sur cette antenne, quand le podcast était une émission, un live sur YouTube, votre parcours est marqué par une forme d'engagement féministe assumée à la Comédie Française. Notamment, vous avez interprété, donc vous le disiez, la figure de Gisèle Halimi dans Hors-la-loi, mise en scène de Pauline Bureau. Vous avez dirigé un théâtre à la table, adapté du documentaire de Delphine Seyrig, Sois belle et tais-toi, dans lequel des actrices étaient invitées à parler de leur expérience de femme dans leur monde professionnel. En 2017, donc 5 ans avant qu'elles ne reçoivent le Nobel de littérature, vous adaptez ce texte d'Annie Ernaux. Qu'est-ce qui fait écho en vous, la femme, mais d'abord l'artiste, dans ses histoires, dans ses personnages de femmes engagées, ou d'engagement ? Mais parce que je pense qu'évidemment, l'art ou toute forme d'art, c'est du divertissement aussi. C'est de la culture, c'est du divertissement. Mais je pense qu'avant tout, c'est aussi pouvoir élever le débat. Se sentir différent quand on sort d'une salle de spectacle, s'interroger sur des fondamentaux de société, pour moi, c'est un peu primordial. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu cette chance. C'était pas quelque chose que j'ai désiré. C'est venu sur la route. Et c'est vraiment les choses que j'aime le plus défendre, en fait. C'est tout d'un coup, quand on fait entendre une parole, ou que ce soit aussi dans 7 minutes, qui était la condition des femmes en usine, qu'avait monté Maëlle Poésie. Mais on sait que tout d'un coup, ça nous modifie, nous aussi en tant qu'êtres humains, mais ça modifie aussi le spectateur. C'est quelque chose qu'on peut partager et le faire à travers la culture et pas juste par des informations. Je trouve que c'est primordial. Alors, vous avez, à la faveur de ce texte, la mise sur le plateau de ce texte, l'événement, rencontré Annie Ernaux.
qui aurait pu être là aujourd'hui, mais voilà, qui ne l'est pas, mais avec laquelle vous cheminez en fait depuis maintenant 8 ans, puisque vous m'avez fait la confidence qu'elle était devenue voilà, quelqu'un dont vous étiez proche. Cette rencontre, elle est d'abord passée par le texte, par ces mots. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, justement? Comment est-ce qu'on pourrait définir cette voix qui est la sienne, cette écriture qui est la sienne, puisque vous êtes une femme de texte, une femme de mots, une actrice de théâtre? L'évidence qu'il y a avec Annie Ernaux, c'est que je me sens passeuse du texte. Je n'ai pas à interpréter le texte d'une certaine manière. C'est comme s'il me traversait. Il est tellement bien écrit que si je surjouais quelque chose ou que je jouais quelque chose à la place des mots, je les tuerais. Donc c'est vraiment faire passer sa langue et les idées avec une sorte de simplicité, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus que faire entendre son texte. Elle a une telle écriture, une telle force d'écriture. C'est une écriture magique pour les acteurs. C'est tellement bien construit avec une ponctuation intelligente. On sait que chaque mot a été choisi. Des petites phrases, comme je dis toujours, comme des petites flèches, et puis tout d'un coup des très grandes phrases. Elle dit les choses, elle appelle un chat avec la crudité que ça peut parfois avoir. Et moi, je me sens toujours passeuse de ce texte, parce qu'au départ, c'est pas un texte théâtral, c'est quand même un texte littéraire qui a été écrit pour la littérature, pour être lu et pas pour être dit. Mais il y a quand même quelque chose, et c'est pour ça que je pense que Denis Podalides avait eu envie de faire rencontrer une actrice avec le texte de Annie Ernaux, parce qu'il y a quelque chose de théâtral. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'elle est souvent montée au théâtre. Elle est beaucoup adaptée. Vous l'avez beaucoup adapté, ce texte? C'est-à-dire que le récit est beaucoup plus long. Évidemment, il fait déjà 1h10 le spectacle. Et surtout, elle parle d'elle au moment où elle l'écrit. Donc c'est une femme plus âgée et elle fait référence à d'autres événements de sa vie. Notamment, elle va passer un test parce qu'elle a peur d'avoir le sida. Toutes ces choses-là, nous, on les a enlevées. On est vraiment sur le récit direct. Des 3 mois. Voilà. Cette jeune femme qui tout d'un coup apprend qu'elle est enceinte, qu'elle sait qu'elle ne veut pas garder cet enfant, que dans les années 60, c'est interdit, et surtout si on n'a pas d'argent, parce qu'il suffisait de partir dans un autre pays si on avait les moyens, et quel va être son combat, finalement, pour ne pas garder cet enfant, qui est vraiment une errance, comme ça, en solitude, jusqu'à faire un avortement clandestin qui va être à 2 doigts de lui coûter la vie, quand même. Elle a failli mourir d'une hémorragie. Donc, nous, on est resté sur cette étape directe, du récit direct, de cette urgence de ne pas garder cet enfant. Alors je vais lire un petit texte qu'elle a écrit à votre propos, Annie Ernaux, en 2017, au moment de la première. En choisissant de donner sa voix ici maintenant au texte de l'événement, Françoise Gillard contribue à briser l'oubli qui favorise les retours en arrière. Elle offre à des mots les plus intimes qui soient la résonance collective et la puissance des fractions, des consciences que possède, je tourne ma page, au plus haut degré, le théâtre, et qui font de la scène le lieu même du politique. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes effectivement là sur un territoire éminemment politique, même s'il est avant tout très intime, puisqu'elle parle de son corps et de ce moment où elle découvre qu'elle est enceinte et où elle va essayer de se débarrasser de cette grossesse. C'est éminemment politique. C'est éminemment politique, c'est-à-dire que... Oui, parce qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces périodes où ces femmes mouraient, clandestinement. On dit toujours, oui, tante machin, elle est morte d'une méningite. Mais en fait, c'était pas ça. Elle était morte d'un avortement clandestin. Toutes ces femmes qui avaient déjà 8 enfants et qui se disaient, je peux pas garder. Et puis, oui, ça devient un acte politique à partir du moment où c'est reconnu par la loi. Mais c'est-à-dire que je pense que monter sur un plateau... Moi, je fais pas de politique. Je voudrais pas adhérer à un parti politique mais monter sur un plateau, pour moi, c'est déjà un acte politique. Surtout quand on porte des paroles comme celle-là, qui ont été éminemment politiques et qui le sont toujours. On voit que c'est encore des sujets politiques dans le monde entier et même en France. Est-ce qu'il y a une couleur différente à ce spectacle, à la façon dont il est reçu par le public, selon les moments, selon les actualités? Vous le suivez, ce spectacle, depuis presque 8 ans. Est-ce que vous voyez des choses évoluer? Parce que des choses ont beaucoup évolué, vous le disiez, dans la société depuis 8 ans. Aujourd'hui encore, alors que l'on se parle, on attend le verdict du procès Pellicot. Donc on est là aussi au cœur du sujet, du corps des femmes et de la violence de la société par rapport au corps des femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, vous, quand vous jouez ce texte, ici ou ailleurs? On sent que heureusement, on n'en est plus là. Mais moi, c'est ce que je dis toujours, on pourrait encore en revenir à ça. Parce que toutes les 9 minutes dans le monde, une femme meurt d'un avortement clandestin.
Donc nous, on a la chance d'avoir une loi qui nous permet, mais dans le monde entier, c'est pas le cas. Et en France, c'est pas qu'on nous supprimerait la loi, c'est qu'on nous donnerait plus les moyens, ce qui est déjà le cas, puisqu'il y a plein de centres d'orthogénie, donc où on peut aller faire des avortements qui sont fermés. Il y a aussi la clause de conscience des médecins, qui est de plus en plus utilisée, où les médecins ne veulent pas faire l'acte d'avorter. Donc ce sont souvent des médecins qui acceptent de le faire, qui décident de le faire. Donc c'est aussi pour eux un acte politique. Il y en a de moins en moins. Donc c'est pas qu'on ne pourra plus avorter, mais qu'il y aura moins de moyens mis à notre disposition pour le faire. Et dans le fin fond d'une campagne, c'est peut-être devenu déjà compliqué pour une jeune fille. Quand vous allez jouer au Liban ou au Maroc, d'abord comment ça se passe? Vous êtes invité par qui? Et est-ce que c'est forcément particulièrement sensible de jouer ce genre de texte dans des endroits comme ça où c'est interdit? Comment vous vivez ce moment-là? Quels sont les retours que vous avez de votre public? C'était très fort. J'y suis allée par l'Alliance française. Il faut savoir qu'au Maroc, je suis allée dans 2 villes qui étaient Rabat et Casablanca. C'était très fort parce que après, j'échangeais avec ces femmes qui nous disaient « Mais si vous saviez comme nous, on se bat, on n'y arrive pas. Et ici, on meurt encore d'avortements clandestins. Ici, tout ça est hypocrite. On n'y arrive pas. » Donc c'était très touchant de me dire que le récit que je faisais n'était pas compatible avec le pays où j'avais... D'ailleurs, j'avais modifié un petit chose, je disais « en France ». J'avais ajouté « en France », aujourd'hui en France, parce que chez eux, c'était pas le cas. Alors pourquoi ce texte, plutôt que par exemple « Mémoire de fille » qui a été adapté ensuite après par Sylvia Costa au Vieux Colombier, pourquoi est-ce que vous choisissez l'événement? Il y a la thématique qui vous tient à cœur, mais il y a tellement d'autres beaux textes d'Annie Ernaux sur les femmes, sur la place des femmes, sur également ses parents. Ce sont des très beaux textes dans lesquels, je pense, on peut chacun et chacune se retrouver. Pourquoi est-ce que vous choisissez celui-là? Mais en fait, avec Denis, on discutait parce que lui, il m'avait dit, j'en avais déjà lu beaucoup. Et puis, il pensait à un texte. Et puis, moi, j'étais pas totalement convaincue. Et un jour, il me dit, et l'événement, tu l'as lu? Je dis non, je le lis. Et pour moi, c'était une évidence. Je ne sais pas expliquer. C'était comme... c'était celui-là. Il m'avait parlé, alors que j'ai pas subi d'avortement, mais il m'avait parlé dans mon intimité de femme. Je me disais, mais comment est-ce possible qu'on pouvait vivre ça avant? Et c'est beaucoup de jeunes filles qui viennent voir le spectacle me disent, mais nous, on savait pas que ça se passait comme ça avant, parce qu'elles sont nées où finalement cette loi est là déjà depuis longtemps. Et elles me disaient, l'aiguille à tricoter, elles ne savaient même pas ce que c'était qu'une faiseuse d'ange. C'est comme dit Annie Ernaux, il y a toutes les batailles sanglantes dans tous les musées du monde, mais il n'existe peut-être pas un tableau d'une faiseuse d'ange. Tout ça était quand même caché, tu. Donc, pour moi, de me dire, mais tout ça, c'était avant, mais il faut qu'on en parle parce qu'on pourrait y revenir. Je sais pas, il y a eu une sorte d'évidence. Formellement, c'est un texte qui se prêtait au théâtre? Oui. J'y ai vu ce qu'on pouvait y faire, c'est-à-dire je me suis dit très vite les coupes étaient assez évidentes pour moi, on a fait chacun de notre côté avec Denis des coupes et on s'est rendu compte qu'elles étaient quasiment les mêmes, puis on a demandé l'accord de Annie qui a été d'accord avec ces coupes qu'on voulait faire et oui, je sentais qu'il y avait une théâtralité mais qu'il y avait surtout une simplicité, un texte, une actrice, un décor très simple, une chaise qui n'est jamais utilisée vraiment comme une chaise parce que je la détourne et rien. Et c'est pour moi aussi la genèse du théâtre, de pouvoir se permettre d'être en scène avec pas de décor, pas de musique. Surtout pas. Rien que la langue à faire passer et avec ce qu'elle véhicule en plus votre de très corps, fort. votre voix. Oui, le corps et le... Vous disiez c'était une évidence, c'est-à-dire que vous avez cette mécanique, Françoise, de lire un texte et d'imaginer à quoi il va ressembler au théâtre? À quoi il pourrait ressembler au théâtre? Avec un peu l'expérience que j'ai maintenant, oui, assez vite. Assez vite, tout d'un coup, quand vous commencez, parce que je fais aussi partie du bureau des lecteurs, donc je lis toutes les pièces contemporaines envoyées... qui veulent rentrer, qui postulent pour rentrer au répertoire. Ou en tout cas qui aimeraient être lus déjà, puisqu'il y a le bureau des lecteurs 2 fois par an au studio et au Vieux Col. Mais c'est-à-dire qu'on reçoit toutes des œuvres contemporaines, évidemment, et très vite. Vous voyez, moi quand je commence à projeter des choses de mise en scène et tout ça, je me dis, c'est que la pièce, elle a une consistance, c'est que voilà, il se passe quelque chose avec cette pièce. Comment est-ce que
on adapte, on fait, vous avez fait vôtre ce texte et cette langue tellement intime. Comment est-ce que on la respecte, ou en tout cas on ne la trahit pas? Parce que moi j'ai entendu Annie Ernaux, enfin j'ai lu Annie Ernaux, par exemple, elle a été beaucoup adaptée, notamment au cinéma, avoir quelques réserves sur certaines de ses adaptations. Comment est-ce qu'on arrive à prendre pour soi un texte et cette parole, tout en restant fidèle finalement à l'intention? Est-ce que c'est en discutant avec elle? Est-ce que... Non, c'est en respectant l'écriture de l'auteur. Moi, je suis très respectueuse des textes. S'il a écrit « voici », on ne dit pas « voilà ». S'il a dit « voici, virgule », on respecte la virgule. Et Annie Ernaux, pour moi, les textes, c'est comme des partitions musicales. Ce qui va me donner la rythmique d'un texte et sa pensée profonde, son intimité, c'est la ponctuation, c'est l'écriture, c'est les mots choisis. Et en plus, je sais qu'Annie, elle choisit vraiment les mots, elle y travaille beaucoup sur les mots choisis. Oui. Ouais. Et elle sait pourquoi elle dit voici ou pas voilà. Enfin, voilà, c'est... Donc moi, je pense que la première chose à faire quand on est acteur, c'est respecter la partition. C'est pas de l'approximatif. Quand on apprend un texte, on apprend aussi sa ponctuation. C'est ce qui nous permet aussi de comprendre l'intelligence du texte, qui va nous donner des appuis de jeu. Parce qu'on se dit, ah oui, mais si c'est écrit comme ça, mais oui, voilà. Et ça, c'est comme une partition musicale. C'est essentiel, ça, sur un spectacle d'1h15 où vous êtes seul, parce que c'est à la fois court et infiniment long, parce que vous êtes seul avec votre chaise. C'est très long. Face au public, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de martingale. Il n'y a pas de souffleur, et je suis seule. C'est-à-dire, je n'ai pas un camarade qui va venir me sauver la mise si jamais j'ai un problème de texte. Les spectateurs sont des ombres, je ne les vois pas, même pas. Je les sens, mais je ne les vois pas. J'ai toujours l'impression que je suis assise sur une chaise avec beaucoup d'immobilité, ce qui demande une énorme concentration aussi. J'ai toujours l'impression... Pourquoi une concentration quand on est immobile? Mais parce qu'on sait que chaque mouvement a du sens. Et avec Denis, on avait vraiment construit que chaque mouvement... Quand à un moment donné, je retire mon pull ou que je vais me lever, ou que chaque chose va prendre une dimension énorme, puisqu'avant ça, il n'y a pas de mouvement ou très peu. Donc chaque chose que je fais, me toucher la main, etc., sont des choses qui ne sont pas faites par hasard. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est étudié. Parce que tout d'un coup, ça crée aussi chez le spectateur une tension, en fait, qui est liée au texte, parce que rien ne vient le parasiter. Et ça demande une concentration, parce que ne pas bouger quasiment pendant 1h15, être en suspension, parfois j'ai l'impression d'avoir couru un marathon alors que je n'ai pas bougé. Mais l'immobilité au théâtre, c'est aussi un effort énorme. Vous êtes sur une ligne de crête tout le temps avec ce texte, parce que... Tout le temps. On peut basculer dans le pathos quand même. Oui. Comment on reste sur cette ligne de crête? Comment est-ce qu'on se... Voilà, vous retenez de tomber trop du côté de l'intime? Comment est-ce que vous gardez vos distances? Par quelle mécanique? Mais par le travail, j'ai quand même énormément travaillé ce texte. Déjà, il a fallu l'apprendre, ce qui était très long. Il est dur à apprendre, c'est dur à apprendre. C'est de la littérature, donc chaque page est une page d'un livre. Ce n'est pas du dialogue, ce n'est pas écrit pour le théâtre. Donc oui, moi j'ai pris beaucoup de temps déjà à l'apprendre, parce que je voulais commencer les répétitions en connaissant, en maîtrisant déjà la langue. Et après, c'est une mise en condition, c'est-à-dire tous les soirs, c'est comme une grande traversée. Je vais démarrer, j'espère arriver au bout. Et c'est de la rigueur. Et je l'ai beaucoup joué, donc c'était aussi parfois ne pas s'ennuyer à dire ce texte qui demande une espèce de concentration. Il n'y a pas de jeu possible. On peut s'ennuyer sur un plateau? Il ne faut jamais s'ennuyer sur un plateau. Mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça vous est arrivé? Ça peut frôler. Et il y a toujours à un moment donné quelque chose qui revient pour vous redonner de l'élan, parce que vous-même, vous vous dites, attends, là, je rentre dans une mécanique, ça ne me plaît pas. Donc, comment je peux, à la représentation suivante, redonner du dynamisme? Sauf qu'ici, on est sur quelque chose qui interdit, entre guillemets, le jeu. C'est la langue. Le jeu J-E-U. Oui, c'est-à-dire jouer tout d'un coup, mettre des intentions ou voilà, qui peuvent être quelque chose qui nous rythme, qui nous re-rythme sur autre chose et qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Vous ne pouvez pas le faire, pourquoi? Parce que c'est le texte qui est comme ça, ou parce que justement vous risquez le pathos? Et puis le texte est comme ça et moi je veux le jouer comme ça, je veux l'honorer comme ça. Et on s'était dit juste il y a un moment,
on s'était dit avec Amélie Wendling, qui m'a beaucoup accompagnée, qui est la collaboratrice artistique et qui est beaucoup là, parce que Denis fait beaucoup de choses et ne peut pas être toujours là, il n'est pas là toujours. Donc, à chaque reprise, c'est Amélie qui m'accompagne. Et avec Amélie, on s'était dit, il y a un moment où elle se permet, elle m'avait dit, choisis dans ton texte un moment où elle peut craquer, où il y a... Voilà, donc j'ai choisi ce moment. Et donc je sais qu'il y a ce rendez-vous-là tous les soirs où on se dit « Ah, elle va défaillir ». Et puis hop, non, on repart. C'est-à-dire où tout d'un coup, il y a cette évocation-là fait que... Et pour moi, ça cristallise toute cette douleur qu'elle contient, parce que finalement, elle ne juge jamais les hommes, elle ne juge jamais, elle vit ce qui lui arrive sans jugement, ce qui est très fort dans l'écriture d'Annie Ernaux. Et voilà, cet homme, il m'a dit de faire ça. Et puis, en fait, c'est odieux. Tous les hommes ont une image quand même assez difficile entre celui qui s'amuse de ça, entre le médecin qui la renvoie et qui lui donne des médicaments pour empêcher les fausses couches. Enfin, l'attitude des hommes à cette époque-là qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ne veulent pas que ça nuise à leur carrière. Ou qu'ils la trahissent. Mais la vision des hommes n'est pas très... Et en même temps, il n'y a pas à l'appuyer. Elle ne les juge pas. C'était comme ça. Vous disiez en début de discussion que ces textes que vous portiez vous nourrissaient. Qu'est-ce que ce texte-là, que vous jouez depuis plus de 7 ans, vous a apporté? Ce texte que vous allez quitter, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Je pense à un regard sur les femmes. Peut-être, j'ai eu une rencontre avec Annie Ernaux au Vieux Colombier. Oui, c'était au Vieux Colombier. On jouait au studio, ou c'était au studio, excusez-moi, je ne me souviens plus. Il y avait une rencontre avec le public. Donc c'était tout au début où je le jouais, en 2017. Et à un moment donné, je pose une question à Annie Ernaux. Je lui dis, mais en fait, parce que c'était comme un échange où je lui posais des questions. Et je dis, mais en fait, j'aime pas tellement utiliser ce mot, mais vous êtes un peu féministe. Et elle m'a dit, mais je suis féministe. Et c'est un mot que je revendique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais toujours gênée de dire ce mot. Je le voyais un peu comme un gros mot. Il y a 7 ans, 8 ans, où je me disais, mais je ne voulais pas me revendiquer féministe. J'avais l'impression que c'était un peu péjoratif. Et je me suis dit, mais non, ce mot est un très beau mot. Et être féministe, parce que j'avais toujours l'impression que c'était quelque chose de radical. Mais être féministe, ce n'est pas être forcément radical. C'est défendre les femmes. Ça engendre la sororité. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes. Je l'ai toujours eu. J'ai jamais jalousé les femmes, au contraire, je trouve qu'elles doivent se porter, se soutenir, se valoriser entre elles. Et on a beaucoup véhiculé la jalousie des femmes pour écraser l'autre, pour être la première face à l'homme, finalement, l'homme dominant qui allait choisir la femme. Donc, la préférée. Oui, voilà, c'était un peu... Et donc, ça m'a fait aussi prendre conscience de ça. Puis, ça m'a aussi ouverte à cette question de l'avortement. Comment était considéré le corps des femmes dans les cultures, les religions. Et puis, peut-être aussi, ça m'a permis aussi de m'imposer aussi peut-être en tant que femme. Je ne dis pas que j'ai réussi tous les jours, parce que ça reste encore un combat difficile, mais aussi de dire, voilà, j'ai le droit de me faire entendre et pas que à travers mes rôles. Quel autre texte vous auriez envie de porter aujourd'hui? Parce que c'est une pratique... maintenant régulière à la Comédie Française, que de confier un seul en scène, un singulis aux membres de la troupe. Vous allez les uns les unes défendre un texte, une idée, un combat. Là, voilà, vous allez quitter cet événement. Est-ce que vous iriez vers quoi? Si vous n'y avez jamais pensé, alors c'est le moment. Je ne sais pas, moi j'ai un projet là qui est dans l'air pour monter quelque chose avec une actrice de la maison, donc pas jouer mais... La mettre en scène. Oui, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et comme la chose que j'ai aussi apprise à travers tous ces rôles, c'est qu'il ne faut jamais isoler les hommes ou lutter contre. Gisèle Halimi le disait très bien, et je partage ce point de vue, c'est qu'il faut qu'on avance ensemble. Et j'ai un petit rêve que je viens de soumettre, mais je ne sais pas si ce sera possible, parce qu'au moment où j'ai fait Sois belle et tais-toi, donc ce théâtre à la table, je me suis dit que j'aimerais faire la même chose avec des hommes. J'aimerais réunir des acteurs de différentes générations autour d'une table. Et évidemment, je n'aurais pas le support de Delphine Seyrig, mais une autre forme où tout d'un coup, je leur donnerais la parole. Parce qu'à force, évidemment, nous, de la prendre, on oublie parfois d'écouter la leur. Et je pense que aussi la leur donner, c'est une manière d'avancer ensemble.
Après, il y a plein de choses que j'ai envie de jouer, mais en même temps, c'est toujours quand on me dit « mais quel rôle tu voudrais jouer ?» Je ne sais pas répondre, parce que souvent les rôles, ils arrivent comme ça sur la route. Et ce qu'on a rêvé de jouer, on ne le joue jamais. Et ce qu'on n'a même pas pensé, il arrive. Et il y a plein de choses, en fait. Tant que j'aurai la chance de faire ce métier, je pense que j'aurai envie de le faire et de le défendre. Et d'avoir envie de monter sur un plateau, je pense qu'il y aura plein de thèmes que j'aurai envie d'aborder. Vous défendez des personnages, vous défendez des textes. C'est quoi votre point d'entrée ? Avant tout, des textes et des auteurs. Donc ça veut dire qu'il faut lire. Il faut lire. Il faut découvrir des auteurs contemporains, il faut relire les auteurs anciens. C'est le texte. Je pense si on n'a pas de texte, je dis toujours, c'est les fondations. Si on n'a pas de texte, on ne peut pas construire une belle maison. Ou alors on va construire une maison bancale. Mais on sait très bien que c'est le texte qui va nous donner, qui va nous permettre à nous de faire notre métier. Si le texte n'est pas bon, on sera limité. Et c'est ce qui déclenche votre envie ? Oui, les grands textes. Ouais, vous êtes dans la bonne maison. Oui, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans la maison des grands textes. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a encore la chance, nous, de travailler, de continuer à mettre, ce que je dis, les mains dans le cambouis du texte. Et il ne faut pas qu'on perde ça. Bien sûr, il y a parfois un appauvrissement du texte, parce qu'évidemment la société évolue, le théâtre évolue, les formes théâtrales évoluent, mais je pense que pouvoir se confronter à des textes, c'est la meilleure école que moi j'ai pu avoir. Quand je suis rentrée dans cette maison, j'étais toute jeune et j'ai eu des grands maîtres qui m'ont confrontée au texte. Vous faites partie du bureau des lectures ou des lecteurs. Et donc vous lisez des textes contemporains. Est-ce que ces textes contemporains, alors je ne vais pas dire s'appauvrissent, mais est-ce que vous retrouvez la même densité littéraire que dans certains textes du répertoire Il y en a. Et cela, c'est souvent unanime. C'est plein d'espoir. Voilà, c'est plein d'espoir. Il y en a. Il y a des écritures, il y a des styles, il y a des pièces remarquables qu'on reçoit. Et on voudrait toutes les monter, mais on n'a pas la possibilité parce que vraiment, parfois, on a des choses entre les mains qui sont des petits bijoux. Après, ce que je constate, ce sont les thèmes abordés. Quand on a une comédie, on est content. Parfois, on n'est pas bonne. C'est-à-dire que les thèmes sont graves, les thèmes sont violents, mais parce que je pense que c'est un reflet de la société d'aujourd'hui aussi. Même si Molière a traduit la nature humaine, que ce soit la tartufferie, l'avarisme, ce sont toujours les mêmes thèmes, et on voit qu'ils sont abordés différemment, avec notamment des thèmes de société, l'inceste, le viol. Ça revient beaucoup dans les pièces contemporaines. C'est des sujets graves, c'est des sujets puissants, ou alors parfois des sujets, et ça c'est très intéressant, qui sont un petit peu futuristes, qui nous donnent à voir une société en devenir, et qui sont parfois aussi des bijoux. Dystopiques Oui, exactement. On sent qu'il y a des auteurs comme ça, comme ça a pu être dans le cas, qui sont visionnaires. Et ça donne des formes extrêmement intéressantes. Et moi, je trouve ça, c'est une chance, moi, je trouve, de faire partie du bureau des lecteurs, même si ça nous demande pas mal de travail, c'est une chance de pouvoir se confronter à ces écritures contemporaines. C'est là qu'on voit qu'il y a du potentiel. Il y a beaucoup de femmes auteurs. Oui, de plus en plus. Ouais. Et qui écrivent pour des femmes, des belles choses, mais aussi des hommes qui écrivent des choses magnifiques pour des femmes. Et ça, c'est nouveau ? Moi, je pense que ça a toujours été... le répertoire classique n'est pas toujours flatteur pour les femmes. Souvent, il lui fait passer de la jeune première et à la bonne, un peu entremetteuse, et puis à la femme, à la grand-mère. Et il y a toute une génération de femmes de 50 ans qui ne sont pas vraiment mises à l'honneur dans le théâtre classique. Ils ne sont pas visibles, oui. Non. Et maintenant, au théâtre contemporain, on peut avoir ça de plus en plus. Mais ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, le genre, la question de genre n'est plus une question parfois primaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut... moi, je rêve de jouer Alceste, j'ai jamais rêvé de jouer Célimène, mais on peut maintenant donner aussi des personnages du répertoire classique à des femmes, des grandes figures masculines qui peuvent être jouées par des femmes. Donc, tout est possible. Merci infiniment, Françoise Gillard. Merci beaucoup. L'événement d'Annie Ernaux, mise en scène Françoise Gillard au Théâtre 14 à Paris en janvier 2025. Ce soir, 9 décembre, Françoise, vous êtes sur la scène du studio pour votre paradoxe, c'est-à-dire votre portrait d'actrice en public, un retour sur votre parcours de comédienne, sur vos affinités électives. Et puis, vous êtes également dans l'Avare, la version L'île au bord, tout à fait délicieuse. Voilà, merci encore. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie Dalman. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.